fait en 4 heures à la fac. Aujourd'hui, on n'a qu'une heure. Donc, on ne va pas voir le cours dans son intégralité. On va juste poser les bases et énoncer les grands points de la RMN. Donc, le prof, il s'appelle Jean-Philippe Brangeva. C'est un chercheur au CNRS. Donc, il est spécialiste dans la médecine nucléaire et c'est lui qui va vous présenter ce cours. Alors, déjà, pour ceux qui sont les plus déterminés, je peux vous donner déjà trois références pour approfondir le thème de l'IRM. Il y a le champ des protons de l'INSERM. Donc, c'est une revue qui a été faite par l'INSERM et qui vulgarise un peu la notion. Il y a une conférence sur YouTube qui est très sympa, celle de Julien Bobroff, qui est ici. C'est un chercheur qui étudie les métaux qui sont supraconducteurs. Bref, il est excellent. Et sinon, pour bien comprendre les bases de l'IRM, il y a une vidéo de Serge Acoca. Voilà, c'est trois références que vous pouvez noter voilà, pour voir si vous avez du temps libre et bien comprendre ce cours. Donc, l'objectif du cours, ça va être de comprendre comment on fait en médecine pour obtenir des images comme ça. Comment on arrive déjà à obtenir des coupes. Des coupes, par exemple, ici, on voit une coupe du crâne et de la face. Et comment aussi comment on arrive à obtenir des contrastes. Par exemple, ici, on voit que l'os, il a une partie blanche, ça c'est la corticale de l'os, il a une partie noire, c'est de la graisse. On voit ici, alors attendez, je vais vous mettre un pointeur. Ici, on voit le corps calleux, c'est quelque chose qui permet de connecter le cerveau. On voit qu'il est blanc. Donc, comment on fait pour obtenir ces contrastes en IRM? Donc, le plan du cours, il est ici. Dans un premier temps, on va parler de magnétisme et on va parler de la notion de spin que normalement vous avez dû voir en seconde, c'est ça? On va parler de la polarisation et peut-être, si on a le temps, de l'excitation et de la résonance. C'est des choses qui vous paraissent abstraites, mais on va essayer de les simplifier. Alors, donc, on va... Une seconde. Voilà. OK. Donc déjà, un prérequis pour commencer ce cours, c'est qu'il faut savoir que la matière est constituée d'atomes. OK, bon, tout va bien. Donc les atomes, c'est quoi? Un noyau, des électrons. Et l'objectif de la RMN, ça va être de perturber la stabilité du noyau et d'observer comment le noyau il va réagir à ça. Donc en fonction de la nature du noyau, OK. Déjà, ce qu'on peut noter, c'est que la perturbation des noyaux, elle va se faire grâce à des champs et des ondes électromagnétiques. Ça, c'est la première chose qu'il faut noter. La deuxième chose qu'il faut noter, c'est qu'ici, on va parler seulement des noyaux. Les électrons, pour l'instant, on les met de côté. OK. Donc, on vient de voir que la résonance magnétique nucléaire, dans la résonance magnétique nucléaire, on utilisait des champs magnétiques. Donc, une des questions qui est légitime de se poser, c'est d'où est-ce qu'on sait déjà que les noyaux ils sont sensibles à des perturbations magnétiques? Et la deuxième question qu'on peut se poser, c'est quels noyaux, de quel atome en fait, sont capables d'être perturbés par ces champs magnétiques-là. Donc, c'est les deux questions qu'on va se poser dans cette introduction. Donc là, voilà, je vous mets une petite illustration pour vous dire qu'on va parler de spin. Le spin, c'est la façon dont le nucléon il va précesser autour de son axe. On reverra ça tout à l'heure. Alors, Excuse-moi, tu peux la juste première... répéter ce que tu as dit? Juste Alors, répéter le premier truc, la perturbation, elle est faite par quoi? elle est faite grâce à un champ magnétique. Ça va, merci. OK? Il y a des noyaux qui sont stables. On va les perturber. Ensuite, on va enlever la perturbation et on va voir comment ils vont revenir à l'équilibre. OK? Et Ça en va. fonction de la nature du noyau, le retour à l'équilibre il va être plus ou moins long. Et c'est à partir de ce temps-là, qu'on ne pourra pas voir aujourd'hui, qu'on va obtenir un signal et qu'on va pouvoir produire une image. Ok. Alors déjà, la première question qu'on s'est posée, c'était est-ce que les noyaux, ils ont des propriétés magnétiques? Alors, pour le, donc pour répondre à cette question, il faut remonter dans l'histoire. On est en 1940. On a deux scientifiques, un qui s'appelle Otto Stern, l'autre qui s'appelle Walter Gerlach, et ils travaillent dans un laboratoire qui étudie les protons, donc l'hydrogène, quoi. Et eux, ils essayent de faire des armes chimiques.
Et ils se posent un défi et ils se disent qu'est-ce qui se passerait si on arrivait à prendre les noyaux d'hydrogène qui flottent dans l'air, parce que vous savez que l'air il est humide, il y a de l'eau dans l'air, d'orienter leur comment dire ça, d'orienter leur trajectoire vers un écran et de les visualiser. En gros, ils se sont demandé comment on fait pour visualiser les atomes qui nous entourent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un four à nucléons. Et donc, ce four à nucléons, il permettait de propulser les noyaux. Ils ont mis des filtres à la sortie du four. Et derrière, ils ont mis un écran. Donc, c'est très simple. C'est comme si vous avez un pistolet. Vous avez une cible derrière. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, on va voir, quand on allume, en gros, le pistolet, ça représenterait entre guillemets l'émetteur de nucléons. Et l'écran, ça représenterait la cible. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on verrait si on ferait ça? Et donc, ils font ça. Et qu'est-ce qu'ils observent? Ils observent une trace, comme ça, ici. Donc, cette expérience, ça a permis de dire que ça a permis de visualiser les atomes. Et ils sont allés plus loin et ils se sont demandé qu'est-ce que ça donnerait si on mettrait un champ magnétique. Donc, si on fait la même expérience, on reproduit la même expérience, mais en mettant un champ magnétique. Et ils observent ce tracé-là. Donc, en présence d'un champ magnétique, les noyaux des atomes, ils se répartissent soit en haut, soit en bas, mais jamais au milieu. Ça, qu'est-ce que ça met en évidence? Ça met en évidence déjà que la matière, elle est quantifiée. Pourquoi? Parce que les atomes, ils peuvent aller soit en haut, soit en bas. Il n'y a pas de position intermédiaire. Et ça met une deuxième chose en évidence, c'est que certains noyaux sont sensibles au champ magnétique. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils observent ça? Ils font une carte postale. Ils envoient ça à Niels Bohr, qui est ici. Et voilà, elle est là, cette carte postale. Et ils leur disent, tu avais bien raison, dans ton modèle quantique de l'atome, toi qui prédisais qu'il y avait que l'atome était quantifié, tu avais raison. Et donc, c'est à partir de cette expérience qu'on a pu voir, qu'on a pu mettre en évidence le fait que déjà, la matière, elle était quantifiée. Et deuxième chose, que les noyaux des atomes étaient sensibles à des champs magnétiques. Pardon. Ok, donc là, je vous ai résumé un peu ce que j'ai dit, donc on va passer. Et du coup, à partir de cette première expérience, on peut se poser une autre question. Maintenant qu'on vient de voir que la matière, elle est quantifiée, que les noyaux des atomes ne peuvent prendre que certains niveaux d'énergie, comment s'organise en fait le noyau des atomes. Donc, pour comprendre comment alors, pardon, désolé, je me suis mal pris. J'ai sauté le diapo. Voilà. Donc, on va repasser au plan du cours. Donc, on vient de voir que les atomes, ils peuvent être décrits d'un point de vue quantique. Donc, on va expliquer ça. Déjà, dans ce que je vous ai montré ici, on pouvait voir que les noyaux, ils allaient soit en haut, soit en bas. Et bien, les chimistes, ils ont associé à ce comportement-là un nombre qu'on va appeler le spin. Et ce spin, il va nous dire, cette valeur de spin, elle va nous dire si le noyau il va aller soit en haut, soit en bas dans un champ alternatif. En gros, je vous la fais rapide. Si on vous dit qu'un noyau il a un spin de plus 1,5, il va aller en haut. S'il a un spin de moins 1,5, il va aller en bas. OK? Mais on va aller plus loin dans la caractérisation des noyaux. Donc, dans un noyau, les nucléons, vous savez c'est quoi les nucléons? Oui. Ok, c'est quoi? Proton plus neutron. Exactement, c'est ça, proton plus neutron. Eh ben, ils sont organisés dans des couches qu'on appelle des couches quantiques. Et chaque électron, il est associé à 4 nombres quantiques. N, L, M, S. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler de ces 4 nombres quantiques? Non, jamais? Et les couches électroniques, non? Voilà, c'est ça. En gros, c'est les couches électroniques. Mais ce qui est un peu plus
les couches électroniques, c'est pour les nucléons. Là, on va appliquer le même principe. Pardon, c'est pour les électrons. Là, on va appliquer le même principe pour les nucléons. OK? Ok, mais on l'a fait ça. De base, on avait fait avec KLM, mais après, cette année, on a changé. On a fait S1, je sais pas quoi et tout, là. Et c'est neutré à 9, 6. C'est ça ou non? S2, je Voilà, crois. c'est Je ça. sais plus ce que Un c'était. S2, 2 S2, c'est C'est ça? ça, c'est ça. Ouais, on l'a vu hein, depuis la première. Ouais, SPDF, là. Voilà, c'est ça, exactement, exactement. Ben là, ça va être un peu différent. Je vais essayer de ne pas vous embrouiller parce qu'on va parler du noyau. On ne parle plus des électrons, on parle du noyau. Donc, on va voir que dans un noyau, les protons et les neutrons, ils ne s'organisent pas de manière aléatoire. Ils sont dans des couches. OK? Pardon. OK. Donc, on a dit qu'il y avait 4 nombres. N, L, M et S. Donc, le nombre quantique N, il va nous dire dans quelle couche les nucléons ils se trouvent. OK? Donc, ce nombre N, il est entier et non nul. Ça veut dire qu'il va prendre les valeurs de 1 à plus l'infini. Donc, les entiers de 1 à plus l'infini. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, on voit ici que les nucléons, donc en bleu, on va avoir les neutrons et en orange, on va avoir les protons. Ils se répartissent dans des couches, mais sans mélange d'espèces. Donc, si vous voyez dans ce cercle-là, on va avoir que des neutrons. Ici, on n'a que des protons. OK? Donc, dans un atome, les nucléons protons-neutrons se répartissent dans des couches qui sont caractérisées par leur nombre quantique principal n, mais sans mélange d'espèces. D'accord? Dans chaque couche, on va pouvoir placer n facteur de n plus un nucléon. Donc, dans la première couche, on va pouvoir placer deux nucléons de chaque type. Donc, on va avoir deux protons et deux neutrons, ce qui vous est représenté ici. Deux protons, deux neutrons. Dans la deuxième couche, on va pouvoir placer 2 fois 3 nucléons, donc 6. 6 nucléons de chaque type. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK? C'est bon pour ça? Ouais. Le truc en vert, c'est un atome. Le truc en vert, c'est un noyau. Mais le noyau, c'est pas plein, on dirait qu'il est vide. Eh bien, figurez-vous que non, le noyau, c'est vide aussi. Là, en fait, c'est comme si vous avez pris un noyau. Okay, c'est comme si tu avais pris une orange qui représentait ton noyau, tu l'avais coupé en deux. OK? Ok. Mais du coup, on dit tout le temps que c'est le noyau qui est plein et le reste est vide. Du coup, c'est faux. Non, du coup, c'est pas forcément vrai. Vous allez voir que même le noyau, il est vide parce que vous savez de quoi c'est composé un proton? De quark. Très bien, de quark. Et entre ces quarks, qu'est-ce qu'on a? Vous savez pas? On a des gluons. Et en fait, ces gluons, ils assurent la cohésion entre les quarks. Mais à part ça, en gros, un proton, c'est ça, c'est trois quarks et, qui sont reliés par des gluons. Et à l'intérieur, il y a du vide. Donc, en soi, même un proton et un neutron, c'est vide. OK? Mais c'est quoi un quark? Un quark, en gros, c'est l'entité la plus élémentaire. En gros, c'est une des sous-unités d'un neutron ou d'un proton. OK? C'est ça. C'est bon? Oui. Donc, Ouais, ça va. retenez surtout que, à partir du nombre quantique principal, on peut savoir combien il y a de nucléons dans chaque couche. Et retenez ce n fois n plus un nucléon parce qu'il y a des questions comme ça qui tombent au concours. Par exemple, si je vous dis, dans la couche numéro 3, on peut placer 12 nucléons au total. Vrai ou faux? C'est faux, il y en a 10. Non? Il y en a 24. Voilà, 3 c'est fois ça. 3, 9. En fait, c'est 12 nucléons. Non, 3 fois 4. Ah, ok. OK? Donc voilà, ça peut. Et donc en fait, le piège, c'est quand vous dites 12 nucléons de chaque type, en tout, ça fait 24 nucléons. Donc voilà, ne pas tomber dans ce piège-là. OK. Ensuite, on va passer au nombre quantique
orbital. Donc, le nombre quantique orbital permet de quantifier la norme du moment cinétique orbital du nucléon. Qu'est-ce que ça sous-entend, ça? Ça veut dire que déjà, quand on parle de cinétique, on parle de mouvement. Dans le noyau, les protons et les neutrons, ils ne sont pas figés. Ils tournent autour de leur axe. Cette précession autour de leur axe, ça va dégager une certaine énergie cinétique. Et à propos des protons, on va appeler ça le moment cinétique. En gros, c'est à quelle vitesse, entre guillemets, le nucléon il tourne autour de son axe. OK? Donc, la valeur du nombre quantique orbital L, elle varie de 0 à n-1. Ça veut dire que si je prends la couche numéro 2, par exemple, mon nombre quantique secondaire, il va prendre les valeurs de 0 et 1. On va de 0 à n-1. C'est bon pour ça? OK. Là, je vous ai mis... Mais juste, désolé, c'est quoi ce nombre? Je n'ai pas compris. Genre, ça me sert à quoi? Alors, je vais te montrer. Regarde la vidéo et après, je te réponds. Parfait. Donc, en gros, ce nombre, il va nous dire à quelle vitesse le nucléon il tourne autour de son axe. Comme ça. C'est tout simple. OK? Mais il tourne pas hyper rapide, non? Ah oui, normalement, il tourne hyper rapide. Mais bon, Okay. je vais pas vous mettre... je ne sais pas si ça existe. Enfin, je n'ai pas trouvé de vidéo où ça tourne hyper rapide, mais en tout cas, voilà, ça nous dit comment le nucléon il va tourner autour de son axe. D'accord? Parfait, merci. Alors, pardon. OK. Donc, vous savez que maintenant on est de plus en plus précis. Vous savez que lorsqu'une charge elle tourne autour de son axe, elle va générer un champ magnétique. Qu'est-ce que c'est un champ magnétique? C'est une bobine d'un aimant, vous faites tourner, ça vous produit du magnétisme. C'est pareil ici. Vous avez un nucléon qui tourne autour de son axe, donc une charge qui tourne autour de son axe, donc ça va générer un magnétisme. Ce magnétisme, on va le quantifier par une valeur qu'on appelle le moment magnétique et qu'on note nu. OK? Ce magnétisme, il est directement lié avec la cinétique du nucléon. Autrement dit, plus le nucléon il va tourner vite autour de son axe, plus le moment magnétique il va être fort. OK? Et la relation de proportionnalité entre moment magnétique mu et moment cinétique L, elle est donnée par une grandeur qu'on appelle gamma et qu'on dit le rapport gyromagnétique. Donc, il faut bien retenir cette relation, mu égale gamma L. Moment magnétique égale rapport gyromagnétique fois moment cinétique. Donc, cette relation, elle est toute simple en fait. Vous avez un nucléon qui tourne autour de son axe, moment cinétique L, qui génère un magnétisme, mu. OK? Ok, juste, excuse-moi. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai ratées, que j'ai pas écrit? Est-ce que le cours, tu pourras nous le donner ou pas sur le groupe? Ouais, bien sûr, bien sûr. Je vous transfère le diapo. Ça, merci. L, c'est la valeur magnétique? Non, mu, c'est magnétique. L, c'est cinétique. Ok, parfait. Merci. Juste pourquoi le H il disparaît dans la valeur de L, s'il te plaît? Enfin, Le H qui est là, c'est ça? Ouais. Ben, en fait, parce que où est-ce qu'il disparaît? Enfin, non, pourquoi il est barré, entre guillemets? C'est ça que je comprends. Alors, H barré, vous allez le voir, ça signifie H sur 2pi. C'est pour simplifier les notations, mais H barré. Mais c'est comme H sur 2pi, d'accord? Ok, merci. Les doubles barres de L. Et double barre, ça veut dire norme de L. Ah oui, c'est bon. Ok. Donc ça, c'est moment. Donc on reprend les termes. Moment magnétique, rapport gyromagnétique, moment cinétique, norme du moment magnétique, constante de Planck divisée par 2pi, moment magnétique orbital, ou nombre quantique secondaire, pardon, nombre quantique magnétique orbital, ou nombre quantique secondaire, et voilà, c'est tout. OK? Et juste, Le H rapport normal, c'est quoi, s'il te plaît? H, c'est la constante de Planck. H normal, c'est la constante de Planck. Et après, les L ou les 1, je sais pas, c'est quoi?
Alors, L, c'est ce qu'on vient de. Alors, grand L, c'est mon moment cinétique. OK. C'est la vitesse de précession Ok. c'est la vitesse de rotation du nucléon. L, c'est le nombre quantique orbital, nombre quantique secondaire, hein, c'est la même chose. OK. Et sinon, voilà, hein, c'est tout. C'est bon? Et le U, c'est le champ magnétique. Voilà. Et le U, c'est le moment magnétique. Parce qu'il Bon, faut bien faire la différence. On va voir que après, ça, c'est en fait le magnétisme qui est produit par le proton. Après, nous, on va apporter des champs magnétiques extérieurs pour perturber le moment magnétique. D'accord? ok. On continue? Ok, juste noter que le rapport gyromagnétique, il a pour unité le mégahertz par Tesla ou le hertz par Tesla. Voilà. Notez-le. Ça, ça peut tomber au concours. Voilà. Les unités sont tombées. Ok, on va passer au troisième nombre quantique. Et Le désolé, tu as nombre dit quantique. H barré, c'est H sur 2pi, mais c'est quoi? Excuse-moi, j'ai pas entendu. Alors attends, une seconde. Euh, Ah oui, désolé. j'ai pas entendu. Tu as dit On n'entend pas, Yoav. The B. Vous m'entendez? Oui, moi je t'entends. Vas-y. Ah, juste désolé, c'est quoi le H sur 2pi? Le H barré, c'est H sur 2pi, mais ça correspond à quoi le petit H? Le H, c'est à la constante de Planck. Vous l'avez jamais vu, la constante de Planck? Non, non. 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 Jamais? Est-ce que ça vous dit quelque chose, HC sur lambda? Non? Rien du tout. Non. À mon époque, on le voyait en première. Bon. H, c'est une constante. Constante de Planck, c'est égal à 6,02 fois 10 puissance moins 23. Et après, les unités, je ne les ai plus en tête. Voilà. Mais voilà, c'est une constante, hein. On ne vous demandera jamais sa valeur au concours. En général, les Comme, constantes au concours, ça tombe. c'est comme la constante d'Avogadro, là. Ouais, je pensais à ça. Mais Voilà, je sais c'est pas si ça. Ah, ok. Ça va. Voilà. Mais, voilà. Mais les constantes au concours, on ne vous les demande pas. Ah, parfait, merci beaucoup. Voilà. Ok, on va passer au troisième nombre quantique. Nombre quantique magnétique orbital M. Donc, il définit la projection de la trajectoire du nucléon autour de l'axe de rotation. Alors, c'est un peu complexe, dit comme ça, mais autrement dit, ça va nous dire comment le nucléon il va être orienté dans l'espace. Donc, on a un premier nombre, le nombre quantique principal, qui nous dit la couche. Deuxième nombre qui nous dit à quelle vitesse ça tourne. Troisième nombre qui va nous dire dans quel sens ça tourne. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est comme ça? Donc, c'est l'axe autour de laquelle la particule elle va tourner. Donc, cette valeur de M, elle varie de moins L à plus L par pas de 1. Donc, si on prend la première couche quantique, donc N égale à 1, L, il va prendre la valeur de 0, puisque L, il varie de 0 à N-1. OK? Et du coup, M, il va prendre aussi la valeur de 0, puisqu'on va de moins M à plus M. OK? Maintenant, si je prends la deuxième couche quantique, N égale à 2. Si L prend deux valeurs, 0 et 1. OK? Donc, pardon, L prend deux valeurs, 0 et 1. Donc, M, il pourra prendre ici trois valeurs. Moins 1, 0 et 1. Est-ce que c'est clair? Ouais? Oui. Moi, c'est bon. C'est bon? Ok, super. Donc, on va faire un petit exercice pour voir si vous avez compris. Donc, si je vous dis l'axe désigné par le numéro 1 a une position qui est donnée par le nombre quantique. Par quel nombre quantique? Principal, secondaire,
troisième nombre quantique, NLM. C'est par N, non? Non, c'est donné par L. Je vous remonte la vidéo. Cet axe-là, c'est L. C'est pas le U bizarre, non? Ouais, mais comme en fait, le U Bézard, c'est la composante magnétique du nucléon. Cette composante magnétique, elle est dépendante de L. Donc, si je vous demande en termes de nombre quantique, en termes de. Tu as raison, c'est ça, hein, mais si on demande quel nombre quantique caractérise cette orientation-là, ça va être N. OK? Ok, parfait. Et si je vous dis le cône désigné par le numéro 2 a un évasement qui est donné par le nombre quantique, vous me dites quoi? C'est pas N-1? Non, par M, par le nombre quantique M. Il nous dit dans quel axe le nucléon il va être. OK? Ah, ok. OK, donc là, on a plusieurs axes. Donc ici, on a un grand axe. OK? Ça, c'est L. Vous le voyez ici, LZ. Et ensuite, on a des évasements différents, des axes différents par rapport à ce grand axe-là. Et ces cônes-là, ils sont caractérisés par le troisième nombre quantique, M. OK? Donc, l'axe désigné par le numéro 1 a une position qui est donnée par le nombre quantique orbital. Et le cône désigné par le numéro 2 a un évasement qui est donné par le nombre quantique magnétique orbital, troisième nombre quantique. OK? Ensuite, on va passer à la notion de spin. Donc, c'est le truc le plus simple. En gros, vous voyez ici que par rapport à cet axe-là, donc à l'axe qui est transversal, vous avez les mêmes cônes en haut et en bas. En gros, vous avez juste les mêmes directions, sauf que le sens, il est opposé, d'accord? Et bien, en fait, le spin, il va nous dire si le nucléon, il est plutôt en haut ou plutôt en bas. D'accord? Et ce spin, il permet de quantifier la norme du moment angulaire du nucléon. Bon, laissez tomber, ça c'est un peu compliqué. Au concours, il ne fait jamais tomber en plus. OK? Donc, en gros, ça va nous dire s'il est plutôt comme ça, dans ce sens-là, ou comme ça. D'accord? Donc, si je vous donne un exemple ici. Ici, le nucléon qui est représenté par la flèche rouge, eh ben, il va être associé à un spin de plus 1,5. Et celui-là, à un spin de Moins un demi. Moins un de- moins 1,5. Bravo. OK. Donc, on a vu que le mouvement du nucléon au sein du noyau, il est particulièrement complexe, hein. On a une rotation autour d'un grand axe, une rotation autour de soi-même, une rotation autour d'un cône. Donc, il va falloir quantifier le moment total. En gros, pour être plus clair, il va falloir une grandeur qui va rendre compte de tous les mouvements du nucléon. Cette valeur, on l'appelle le moment angulaire total. OK? Et on le note J. J, c'est la somme du nombre quantique orbital et du spin. D'accord? En gros, c'est ça. Vous avez. Beaucoup de lettres. Et ouais, c'est ça, hein? Qu'est-ce que tu veux faire? Donc, si on reprend cette notion, on a une rotation autour du cône. OK? Une rotation autour de soi. Et il y a quelque chose qui rend compte de la rotation globale. OK? Pardon, je me suis trompé. On a une rotation autour de l'axe L, une rotation autour de soi, et on a le moment angulaire total qui rend compte de la rotation. Retenez, hein, retenez bêtement, moi j'avais retenu comme ça, hein, Et le J, il est toujours perpendiculaire à l'axe? le J il est toujours. En fait, c'est très relatif. Si on nous dit que c'est perpendiculaire à l'axe L, on ne peut pas dire ça. Par contre, si c'est perpendiculaire à l'axe J, J, X, ouais. du coup, ouais, c'est perpendiculaire, ouais. Ok. Et par exemple, le L, il peut varier, il peut être de l'autre côté ou non? Le L, il peut être de l'autre côté. Non, le L, en fait, il va te dire si l'axe il va être plutôt comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ou comme ça. OK? Ok, en gros, c'est un angle, quoi.
Voilà, en gros, c'est un angle. Voilà. Mais tout ça, en fait, en soi, ça ne sert à rien. Ce qui va nous servir, c'est d'aboutir à savoir comment sont remplies les sous-couches. Et on a une règle qui nous est donnée, qui dit que dans chaque sous-couche, dans chaque couche, pardon, plutôt, c'est un peu maladroit de ma part, on peut placer 2J plus 1 nucléons de chaque type. J, je vous rappelle que c'est le moment angulaire total. Donc, je vais vous demander de calculer, sans l'astuce que je vous ai donnée tout à l'heure, le nombre total de nucléons que compte la couche numéro 2. Vous voulez le faire et on corrige après ou je vous le fais à l'oral et après on... De toute façon, j'ai d'autres exemples après. Hein. Bon, On fait celui-là avec toi et après on voit. On le fait ensemble, ouais. C'est ça, ouais. Ok. Alors, J, c'est égal à quoi? C'est égal à L plus S. Ok? Très bien. Maintenant, on a dit que notre nombre quantique principal, donc notre petit n, ici je l'ai noté grand N, désolé, mais voilà, notre petit n, il est égal à 2. OK? Donc L, il va prendre deux valeurs, 0 et 1. On est bon? OK? Maintenant, on sait que S, il peut prendre deux valeurs, tout le temps deux valeurs, plus 1,5, moins 1,5. Donc, on va avoir plusieurs valeurs pour J. On va avoir 0 plus ou moins 1,5 et 1 plus ou moins 1,5. On est bon? En gros, on a plusieurs valeurs pour le J du coup. Voilà, c'est ça, on a plusieurs valeurs. Ok. OK? Donc, on va avoir 0 plus ou moins 1,5 et 1 plus ou moins 1,5. Sachant qu'on est en valeur absolue, on peut dire qu'on a deux valeurs, 0 plus 1,5 ou 1 plus 1,5. On est bon? Parce que c'est en valeur absolue, on s'en fout des moins. Et Ok. d'où on sait qu'on est en valeur absolue? Alors, c'est noté là. Ah. OK? Ok. Vous le voyez? Vous voyez ma souris? C'est bon, on a vu. On voit. Super. Voilà. Donc, on va avoir deux valeurs. 1,5 ou 3,5. On est bon? Donc, J va avoir ces deux valeurs-là. Maintenant, on sait qu'on peut placer 2J plus 1 nucléons de chaque type. Donc, on va avoir 2 fois 1,5 plus 1. 2 fois 1,5 plus 1, ça nous fait 2. Et 2 fois 3,5 plus 1. Donc, 2 fois 3,5, ça nous fait 3. Plus 1, 4. Donc, 2J plus 1, ça nous donne deux valeurs possibles, soit 2, soit 4. On fait la somme des deux, ça nous donne 6. Donc, sur la couche numéro 2, on va pouvoir placer 6 nucléons de chaque type. C'est bon? La vérité, j'ai pas trop compris. En fait, si tu peux Ouais, réexpliquer tu peux revenir s'il te plaît depuis le début. OK. sur l'exo là. Alors, n, il est égal à 2. OK? Si n, il est égal à 2, L, il peut prendre combien de valeurs? 2, 0 et 1. OK? Puisqu'on sait que L, il varie de 0 à n-1. On est bon? Ouais, Très c'est bien. bon. Maintenant, on sait qu'un spin, c'est soit plus 1,5, soit moins 1,5. On est bon? Et juste le spin, c'est quoi? C'est la charge électrique? Non, le spin, c'est est-ce que le nucléon, il est plutôt en haut ou plutôt en bas? Ok, ça marche. Ça Ok. merci. Ouais. Donc, le spin, il peut prendre soit plus 1,5, soit moins 1,5. Donc, on a L qui est égal à 0 ou 1 et S qui est soit plus 1,5, soit moins 1,5. Donc, pour J qui est égal à L plus S, on a deux valeurs. OK? Soit 1 plus 1,5, soit, pardon, 0 plus 1,5, soit 1 plus 1,5. C'était bon pour tout le monde? Ouais. Ouais, Parfait, parfait. parfait, très bien. Donc, J, il est égal soit à 0 plus 1,5, ça nous donne 1,5, soit 1 plus 1,5, ça nous donne 3,5. Et ça aurait pu être 0 moins 1,5. Mais comme tu as la valeur absolue, ça revient à 1,5. Ah, Tu as compris? ouais. Super.
Et du coup, Euh, il y a trois possibilités. et non, là, il n'y en a Du que coup, il y a deux. trois possibilités. On a Et non, zéro, on Robert a, 2. 0 non, mais plus un ce que je veux demi. dire, c'est que oui, mais je veux dire, la valeur absolue, Ouais. on l'a fait après avoir calculé L plus S. Donc, du coup, on fait 0 moins un Oui, demi, oui, on a moins un demi. Et dans le cas où on a un moins un demi, on tombe aussi sur 0,5. On tombe aussi sur un demi. très bien, Mais comme c'est la valeur, mais la valeur très bien. absolue. Donc, non, Mais mais je suis d'accord avec toi qu'au final, on va avoir deux fois un demi. Mais nous on s'en fout, on veut savoir combien J peut prendre de valeur. OK? d'accord. On ne prend pas en compte le nombre de fois que chaque fois apparaît. Ouais, je suis complètement d'accord, c'est ça. On regarde combien J peut prendre de Ok, super. valeur, peu importe si cette valeur, elle revient trois ou quatre fois, hein. Euh, Ok, ok. Ici, tu as deux valeurs, un demi ou trois demi. OK? Maintenant, on fait le Ok. calcul. Maintenant, on fait 2J plus 1. Donc, 2J plus 1. Si on dit que J, c'est égal à un demi, 2J plus 1, ça nous fait 2 fois un demi, 1, plus 1, 2. On est bon? Ouais. Si maintenant, donc, on a une première valeur qui est 2, on la met de côté. Si maintenant on dit que J, c'est égal à 3 demi, 2J plus 1, ça va nous faire 2 fois 3 demi. Donc, 2 fois 3 demi, ça nous fait 3, plus 1, 4. Notre deuxième valeur, c'est 4. OK? Ouais. Ok. Finalement, 2J plus 1, il peut prendre deux valeurs, 2 et 4. Lorsqu'on additionne les deux, ça nous fait 6. C'est bon? Donc, dans la couche numéro 2, on peut placer 6 nucléons Ouais, c'est bon. Super. de chaque type. OK. Bon, ben, quand je l'avais fait tomber au passes, tout le monde était tombé dans le panneau. Donc voilà, j'avais mis cette petite illustration. J'avais prévu un autre exercice. Donc, calculer le nombre total de nucléons qu'on peut placer sur la couche numéro 3. Vous voulez le faire? On passe, vous avez compris. Ouais, non, viens, Ouais, on le on le fait au fait, au moins. moins on s'entraîne. On le fait, hein. Allez, ça va, pas de souci. Juste une seconde, je vois l'heure. Ok. Il y a toujours la valeur absolue ou non? Oui, toujours la valeur absolue, toujours. Elle est toujours là, du coup. Voilà, c'est ça. Toujours, Allez, J parfait. est toujours en valeur absolue. Merci beaucoup. T'inquiète, t'inquiète. Je vous remets ça comme ça. Ceux qui n'ont pas compris, je peux vous réexpliquer, hein. N'hésitez pas. Juste après qu'on obtient les deux résultats avec la formule, on fait quoi? Tout à l'heure, on a obtenu, je crois, 2 et 4. Ben, on les additionne et après, c'est bon. Alors, ok, c'est bon. Mais du coup, il y aura toujours un des deux J qui sera égal à 2, pardon. Ouais, c'est ça. Ok, Bravo. d'accord. Merci. Bravo. C'est bon? C'est bon. Moi, j'ai trouvé. Combien? 9. Aïe. Oui. Non, c'est pas 9. Mince.
Euh, C'était 12. Mais comment du coup tu obtiens 12? Parce que moi j'ai fait. Alors, j'ai le calcul ici. N il est égal à 3. Ok. 24. C'est ça, voilà, c'était 24. 24 de chaque type ou 12 nucléons de chaque type ou 24 nucléons au total. Donc c'était ça, bravo. Donc N il est égal à 3. On est d'accord? Donc L, il prend trois valeurs. 0, 1, 2. On est bon? J, il peut prendre aussi trois valeurs. 0 plus 1 demi, 1 plus 1 demi, 2 plus 1 demi. C'est bon pour tout le monde? Donc J il est égal soit à 1 demi, soit à 3 demi, soit à 5 demi. Si on fait les 2J plus 1, ça nous fait 2 fois 1 demi plus 1, 2. 2 fois 3 demi plus 1, 4. 2 fois 5 demi plus 1, 6. 2 plus 4 plus 6, ça nous fait 12 nucléons de chaque type. C'est bon? Ah oui, mais j'ai compris. C'est juste que j'ai fait n égale 2 avec, genre, avec les mêmes résultats. Du coup, j'ai sauté le 3 demi, le j égale 3 demi. J'ai oublié de l'additionner celui-là. Mais c'est bon. Ah, d'accord. Bah, du coup, ça doit te faire 8, pas 9. Mais non, du coup, ça fait 3 plus 6. Parce qu'en gros, j'ai fait les choses à l'envers. J'ai fait j égale 1 demi, égale 5 demi. Du coup, j'obtiens D'accord, 3 et 6. d'accord, Ouais, j'ai d'accord. fait n'importe quoi. Je suis d'accord, désolé. Bah, très bien, ça va, super. Ok, on va passer à la prochaine notion. Maintenant, on a vu la rotation des noyaux, on a caractérisé chaque atome d'un point de vue quantique. On va voir maintenant dans un noyau comment les spins, dans une molécule, comment les noyaux, pardon, comment les protons, les nucléons, les neutrons, etc., ils sont répartis. Donc, dans un atome, les nucléons, ici je les appelle les spins, parce que spin c'est quelque chose qui tourne. Vous verrez souvent cet adjectif-là qui est employé pour caractériser les nucléons. Donc, spin et nucléon, c'est pareil. Donc, dans un atome, les spins, ils sont répartis de manière totalement aléatoire, c'est-à-dire qu'ils sont orientés de manière statistique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à chaque instant, on peut trouver pour chaque nucléon de spin d'un signe un autre nucléon de spin opposé. Donc, si je reprends mon schéma que je vous ai montré, chaque nucléon qui est associé à un spin de plus 1,5, il va avoir son homologue qui va être associé à un spin de moins 1,5. Donc, au sein de la matière, bien que chaque nucléon il va générer un champ magnétique, eh bien, ce champ magnétique, il ne va pas être mesurable. Pourquoi? Parce qu'il va être toujours annulé par le spin contralatéral, le spin homologue, le spin opposé. Opposé. D'accord? Ici, Et on du a un coup, ils champ vont tous magnétique. annuler. Du coup, voilà, tout va être annulé. On ne va pas pouvoir les mesurer. Et il n'y aura que celui du Ok. milieu, que celui sur l'axe des abscisses. Et que celui sur l'axe des abscisses. Et donc, tu soulèves quelque chose de très important. C'est pour qu'un noyau puisse être mesuré en IRM, il faut absolument qu'il y ait un nombre de nucléons qui soit impair. Donc, pourquoi? Parce que si on avait un nombre de nucléons pair, chaque nucléon, chaque Bah, c'est champ annulé. magnétique sera annulé par l'autre. OK? Donc ça, c'est une deuxième notion qui est fondamentale en IRM. C'est qu'on a besoin toujours d'avoir un nombre de nucléons qui soit impair pour pouvoir obtenir un signal. Donc, on va faire vite. Donc, ça, vous avez compris. Donc, on va pouvoir le passer. Si je vous dis maintenant, donc on va voir si vous avez bien compris. Si je vous dis maintenant, on peut analyser l'hydrogène en IRM. Vous me dites oui ou non? Non, il est pair. Mais non, il est impair. Non. Ah non, il est impair, pardon. Oups. Il est impair. Il Ouais. a donc un proton, un nucléon. Donc, en gros, c'est un seul proton. D'accord? Ok. Donc, on va pouvoir l'étudier en IRM. OK, donc il a un seul proton. Donc, il a un A qui est impair et un Z qui est impair. Donc, A, on est d'accord que c'est ça. Z, c'est ça. Donc, il a un spin de 1,5. On peut faire une expérience d'IRM dessus.
Donc, autre chose qu'il faut que je vous dise, c'est que un proton ne peut pas annuler un neutron. Ça veut dire que si neutron et proton, c'est un compte différent. On regarde si on a un nombre impair de neutrons, on regarde si on a un nombre impair de protons, et après, on dit si on peut faire de l'IRM ou pas. D'accord? Donc, si je vous dis Et, maintenant, ouais, je et du t'écoute. coup, si j'ai un nombre impair de protons et un nombre pair de nucléons, c'est pas possible. Oui, ça sera possible. Parce que si tu as un nombre impair de protons, tu auras un proton qui ne sera pas annulé, donc tu auras un champ magnétique. Ah, ok, du coup, c'est possible. En gros, dès qu'il y a quelque chose qui est impair, il y en a toujours un qui Voilà, va rester, du coup, genre, j'aurai le champ magnétique. c'est ça, Ah, exactement. parfait. Exactement. Donc, en gros, si vous avez le nombre de protons qui est impair, donc si vous avez un des deux qui est impair, vous avez un spin de 1,5. OK? Je reviens sur ça. Ce spin-là va être égal à 1,5. Si vous avez le nombre de protons qui est impair et le nombre de neutrons qui est impair, vous allez avoir deux spins de 1,5. Donc, vous allez avoir un spin total de 1. On est bon? Ok. OK? Donc, Ouais. si Du coup, le maintenant... spin, il est compris entre 0 et 1. Ah, pardon. Du coup, le spin, il est compris entre 0 et 1 ou non? Plus fort que ça, il est compris entre plus 1,5 et 1. Ah oui, 0 et 1, pardon. 0 et 1, 0 et 1. Exactement, tu as raison. Ok, parfait. OK, donc si je vous dis maintenant l'atome d'hélium, je peux l'étudier en IRM. Vrai ou faux? Oui. Ben non. Mais Non, pourquoi? bah non, c'est pair. Non, c'est Ouais, toujours c'est pair. pair. Ah non, non, ouais, c'est ça, on peut pas avoir. Ouais, c'est ça, on peut pas avoir. Je voulais dire ça, mais. OK. Donc comme c'est pair, on ne peut pas l'étudier en IRM. Non. Alors attendez. Donc dans l'atome d'hélium, on a deux protons, deux neutrons. Le A il est pair, le Z il est pair. Le spin nucléaire il est nul. Donc on ne peut pas faire d'expérience d'IRM. OK. Maintenant, si je vous dis l'atome de deutérium, Oui, Oui, on peut. et son spin total, il va être égal à combien? à 1. Un Ah demi. non, à 1,5. C'est un Non, demi. à 1, bravo. Puisque À À 1. 1. on va avoir un proton et un neutron. Un proton seul, ça vous donne un spin de 1,5. Un neutron seul, ça vous donne un spin de 1,5. Donc un spin total de 1. On est d'accord? Ouais, c'est ça. Parfait, parfait. Mais c'est Ouais, quoi c'est alors bon, quand c'est c'est bon. égal que à 1,5? Eh C'est bien, quand tu as les quand il y mêmes a protons et neutrons. Quoi? euh, non, c'est par exemple ici. 1 et 1. OK? Ah, ok. Juste une question. Oui, oui, bien sûr. Si par exemple, on prend un proton, enfin un atome avec un proton et deux neutrons, Un le proton et deux le spin neutrons. sera égal à 1,5. Oui, oui, Ok. très bien. Je peux vous faire d'autres exemples si vous voulez. Si je vous dis le carbone, OK? Il a 6 protons et 13 nucléons. C'est quoi son spin? Ah, non, non? Le carbone, 6 protons, 13 nucléons. À 1. À Eh 1. non, un demi. Ah ben. Bon, c'était Parce une qu'il y a chance 6 sur et deux, 6 quoi. qui se tirent et il reste un neutron. Voilà, c'est ça. Il reste un seul neutron. En gros, vous voyez, si les deux ils sont impairs, c'est 1. S'il y en a un des deux qui est pair, c'est un demi. Si les deux ils sont pairs, c'est 0. C'est très simple. Et si du coup, si les deux ils sont pairs, c'est 0, du coup, on va pas à l'IRM. Voilà, c'est ça. On ne les voit pas en IRM. Tu peux redire ce que tu veux me dire, s'il te plaît, si c'est pair. Alors, pair, si les deux ils sont pairs, c'est 0. Ouais. Si un des deux il est impair, c'est 1. Pardon, c'est un demi. OK. Et si les deux ils sont impairs, c'est 1. Ça va, merci. Ça marche? Quelle heure il est? Tu pourras l'envoyer ton cours sur le groupe ou pas, s'il Ouais, te plaît? ouais, sans problème, sans problème. Ah, parfait, merci. Alors attends, une seconde. Juste, quelqu'un peut me dire l'heure, à part si vous voulez qu'on continue, hein, moi je suis là. Hein. 21h12. 21h12. On continue jusqu'à quelle heure? Alors Après, tu tu peux. veux. 21h12. Je rigole. 21h12. Je sais pas, moi je suis là depuis que 1 heure, vous, ça fait 2 heures que vous êtes là. Je pense que. Non, on peut faire 15 minutes encore. Avec 15 minutes encore, ça va.
Ok, donc à l'IRM, donc dans l'IRM, donc on a vu qu'il y a plein de, de noyaux atomiques qui sont capables de produire un champ magnétique. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi aujourd'hui, lorsqu'on fait de l'IRM, on cherche préférentiellement l'hydrogène. On essaie de cartographier la répartition des hydrogènes dans l'organisme. Donc, pourquoi aujourd'hui on utilise l'hydrogène en IRM et pourquoi pas les autres atomes? Donc, c'est la question qu'on va se poser. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que dans le cas où le spin total d'un noyau est différent de 0, on peut l'assimiler à une microsphère d'une certaine masse et d'une certaine charge qui tourne autour de son axe. Ok? Donc là, on va prendre un noyau. Ok? On va dire que le noyau, c'est une grosse boule. Ok? Cette grosse boule, elle a une charge et elle a une masse. Et elle tourne autour de son axe. Ok? Maintenant, si on considère que la masse en rotation, on va avoir une énergie cinétique. Cette énergie cinétique, on l'appelle le moment cinétique et on le note L. Si on considère la charge en rotation, elle est caractérisée par une grandeur qu'on appelle le moment magnétique et qu'on note mu. OK? Bon, c'est simple. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà. Je vous ai mis cette diapo tout à l'heure. Donc il y a un lien entre moment magnétique et moment cinétique. Ce lien, c'est le rapport gyromagnétique qu'on va appeler gamma. OK? Donc ça, c'est bon puisqu'on l'a vu tout à l'heure. Maintenant, le rapport gyromagnétique, c'est une caractéristique du noyau. D'accord? Maintenant, en IRM, on va chercher les noyaux qui ont le plus grand rapport gyromagnétique. D'après la formule, donc d'après cette formule-là, le rapport gyromagnétique, c'est égal à mu sur L. Autrement dit, c'est égal au magnétisme sur la cinétique. OK? Donc, nous, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher des atomes qui ont la plus grande charge, mais la plus faible masse. C'est bon pour vous? Pourquoi? Ouais, c'est bon, juste désolé. Au Congo, est-ce qu'on peut nous demander de calculer gamma? Non. On ne vous le demandera jamais. Ok, du coup, genre les formules, elles restent telles quelles. Il ne faut pas les changer et tout, genre. Voilà, c'est ça. Pas besoin d'échanger. C'est juste pour vous expliquer. Mais par exemple, on peut vous dire le moment magnétique est proportionnel au moment cinétique. Voilà. Ok, ça va, parfait. Et en vrai, au concours, on n'aura pas trop de calculs à faire, non? Non, jamais. Quasiment jamais. Ça va. C'est plus les formules à retenir, quoi. C'est ça, voilà. À part en maths. En maths, bien sûr, vous avez des calculs. OK? En maths, voilà, vous avez 1 minute 30 pour faire des moyennes, c'est un peu chaud. Je le reste l'année prochaine. Et généralement, les maths, c'est la matière qu'on n'aime pas trop en première année. Ça va. Voilà. Donc, comme on l'a vu dans la formule, le rapport gyromagnétique, il est proportionnel à la charge. On est d'accord? La charge, elle est là. Gamma égale mu sur L. Mu, c'est la charge. L, c'est le poids. OK? Donc ce rapport, il est proportionnel à la charge. Il est inversement proportionnel à la masse. Donc, c'est pour ça qu'en RMN, on va chercher les atomes pour lesquels la charge est la plus grande et la masse est la plus faible. D'accord? Et ça, c'est l'hydrogène qui remplit ces conditions de manière optimale. L'hydrogène possède le meilleur rapport masse-charge. Tous les atomes qu'on prendra, ils auront toujours une masse qui sera supérieure à la charge. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a des neutrons au milieu et ces neutrons, ils ne sont pas chargés. Alors que l'hydrogène, il est dépourvu de neutrons. Donc, il n'a pas de masse excédentaire. OK? Et du coup, dans le corps, il y a une tonne d'hydrogène, du coup. C'est ça. Dans le corps, il y a de l'hydrogène de partout. Voilà. Et en plus, l'hydrogène, c'est ubiquitaire. Vous en avez de partout de l'hydrogène. Alors que si on commence à cartographier le magnésium ou l'iode, ça ne va pas être possible. L'iode, vous en avez que seulement dans la thyroïde. Le magnésium, vous n'en avez pas aussi. Vous n'en avez pas trop non plus. Donc voilà, l'hydrogène, c'est l'atome idéal. Et l'hydrogène, il est dans le sang et tout, ou non?
L'hydrogène, oui, il est dans le sang, puisque le sang, c'est quoi? C'est du plasma. Donc, le plasma, c'est de l'eau qui est remplie de plein d'électrolytes, du bicarbonate, des hormones, etc. Et aussi des cellules. Donc, dans le sang, on a de l'eau, et dans l'eau, il y a de l'hydrogène. Voilà. Ok. Et juste, c'est pas encore rapport avec tout, mais le scanner, c'est la même technique ou c'est aucun rapport? Non, le scanner, c'est différent. Alors, on peut faire un petit point sur les imageries médicales, si vous voulez. En imagerie médicale, on a principalement 4 ressources. On a l'échographie. L'échographie, c'est les ultrasons. Le scanner, c'est les rayons X. La radiographie standard, c'est les rayons X. Et l'IRM, c'est la résonance magnétique. C'est le magnétisme. D'accord? Ok, ça va. Et du coup, l'IRM, c'est plus compliqué, genre avec. L'IRM, c'est plus compliqué, mais c'est plus indiqué. On le prescrit dans plus de situations. Pourquoi? Parce que ce n'est pas irradiant. On n'envoie pas des rayons X en IRM. Lorsqu'on fait de l'IRM, on n'a pas besoin de se protéger. D'ailleurs, si un jour vous allez au bloc, en deuxième année, vous allez voir que lorsque les chirurgiens ils font leurs opérations, ils sont guidés par radiographie. Pour se protéger de la radiographie, ils mettent des vestes en plomb pour se protéger. Alors que quand ils font ça sous IRM, il n'y a pas besoin de se protéger. Ok? C'est pour ça qu'en grossesse, pendant la Des grossesse, IRM, quoi. on va soit donner des IRM, soit plus couramment des échographies. Parce que les IRM, c'est quand même une méthode qui est coûteuse. Donc, on préfère quelque chose qui est peu cher comme l'échographie. Ok, ça va, merci beaucoup. Ok. Voilà. L'IRM, c'est vraiment un truc. Vous voyez tout en IRM. Hein. En échographie, vous voyez quasiment rien, alors qu'en IRM, vous voyez. Il y a plein de Attends, mais contrastes. On peut enlever la graisse, etc. C'est sympa. l'IRM, c'est quand tu passes sous le tube. C'est ça, exactement. Exactement. Ah ouais, je vois. Exactement. Voilà. Et à Marseille, là, ils sont en train, ce chercheur, là, Jean-Philippe Brangeva, il est en train de travailler sur des IRM qui permettent de faire des contrastes très précis en augmentant la résolution, en augmentant la puissance du champ magnétique externe. Aujourd'hui, en général, lorsqu'on fait un champ magnétique, on utilise un champ magnétique qui fait entre 0,2 et 0,4 Tesla. Lui, il est en train de travailler sur des prototypes qui vont pouvoir faire du 7 Tesla. Et 7 Tesla, c'est vraiment une résolution qui est impressionnante. OK. Et du coup, avec l'IRM, chaque couleur, genre, ça correspond à quelque chose. Genre, chaque Voilà. contraste et tout. Voilà, c'est ça. Alors, attends, s'il vous plaît, je reviens au départ, je vous explique un peu, parce que c'est des choses, ça, c'est des choses qui vont vous servir. Alors, attendez. Au début, on avait un IRM. Ah, voilà. En IRM, il faut savoir qu'on a 2 contrastes principaux, le contraste T1 et le contraste T2. Ici, on est en T2. En T2, l'eau, elle est en hypersignal. Ça veut dire que l'eau, elle apparaît, l'os, il est en hypersignal. Ici, vous voyez, en blanc, on a la première vertèbre cervicale. La première vertèbre cervicale, on l'appelle l'atlas. Donc, c'est de l'os. Donc, elle est en hypersignal. Par contre, l'eau va être en hyposignal, c'est-à-dire qu'elle va apparaître en noir, l'eau. Et donc, ici, vous voyez que entre l'os qui est blanc et le cerveau, on a du noir. OK? Selon vous, c'est quoi ce noir? C'est le sang, non? C'est le liquide cérébrospinal. Exactement, c'est le liquide cérébrospinal. C'est ça. C'est ça. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que le patient, à un moment, il a une grosse accumulation de liquide cérébrospinal. Et comment on appelle ça? Aucune idée. Un œdème. Un œdème. Un œdème. Parfait. Voilà. Un œdème. Ici, l'œdème, il va être extradural. Ça veut dire qu'il va être au-dessus, de la dure mère. Bon, vous reverrez ça en passesse, hein, vous aurez le temps. Quelle heure il est? 22. 22. On continue jusqu'à 30, c'est ça? Ouais. OK. Donc, maintenant qu'on a vu donc maintenant qu'on a posé les bases, donc les bases qu'il faut retenir, c'est qu'on utilise l'hydrogène, on utilise des noyaux qui sont sensibles à des champs magnétiques. On va voir en profondeur la technique.
Donc, à quoi ça nous sert tout ça? Donc, le champ, en gros, la RMN, ça consiste en principalement 2 étapes. L'excitation et la relaxation. On va exciter nos noyaux grâce à une onde et ensuite, on va voir comment notre noyau il va réémettre cette onde. Donc, on va voir comment il va se relaxer. OK? Donc, on a des spins, on va dire qu'ils sont orientés vers le haut. On leur applique une onde de radiofréquence qui va permettre de les perturber et de les basculer. Grâce à cette onde, on va faire basculer les spins qui étaient en plus 1,5, on va les mettre en moins 1,5. OK? Et on va voir en combien de temps ils vont revenir en plus 1,5. Et ça, ce temps-là, ça va être à la base du signal RMN. Donc, si maintenant, et on s'est rendu compte d'une autre chose, c'est que si on prend une souris, OK? Une souris, on va dire qu'il y a une tumeur ici. Donc, on va dire une tumeur au niveau de l'oreille. D'accord? On va dire un carcinome au niveau de l'oreille. Donc, il a plein de spins. Il a 3 spins cancéreux ici. Et dans tout le reste du corps, il a des spins qui sont normaux. D'accord? Donc, on applique la technique. On a nos spins. On applique l'onde de radiofréquence. Donc, cette onde de radiofréquence, elle va permettre de faire basculer les spins. Et on se rend compte d'une chose, c'est que quand on enlève l'onde de radiofréquence, les spins non cancéreux, ils prennent moins de temps à remonter que les spins cancéreux. Et ça, c'est à la base, c'est la base de la technique de l'IRM. On regarde combien de temps les spins prennent pour revenir à leur position initiale. Et c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant parce que c'est directement lié à la densité du milieu. Et donc, une tumeur qui est particulièrement dense, dans une tumeur qui est particulièrement dense, les spins ils vont mettre plus de temps à remonter. Alors que dans les tissus normaux, les spins ils vont remonter un peu moins rapidement. OK? Là, je vous ai représenté un peu ces 2 étapes, excitation, relaxation. Donc, on excite les spins, donc ils partent tous en même temps. Par contre, ils ne reviennent pas tous à l'arrivée. Tous les spins ne sont pas en même temps. Donc, c'est un peu comme ça l'IRM. OK? Donc, je pense qu'on va continuer un peu. Donc, là, on va voir un peu plus dans le détail ces étapes de la RMN. Donc, première étape de la RMN, je vous l'avais zappé, cette étape, ça consiste à polariser les spins. Pour obtenir des spins tous dans la même direction, il faut mettre un champ magnétique. OK? Ça, c'est la première étape qu'on va appeler la polarisation. Je vous avais dit que dans l'espace, tous les spins ils vont dans tous les sens. Nous, ce qu'on va faire, c'est obtenir des spins qui soient comme ça. Donc, ce qu'on va faire, on va appliquer un champ magnétique. Deuxième étape, ça va être de faire basculer les spins, comme ça. Et la troisième étape, ça va être de voir comment les spins reviennent à la position initiale. OK. Donc, dans un noyau, les spins, ils s'orientent de manière totalement aléatoire. OK? Donc, ils sont tous dans chaque flèche, ça représente un spin. Donc, comme le même code couleur, en bleu, on a les protons, en orange, on a les neutrons. Et on va mettre un champ magnétique externe qu'on va appeler B0. OK? Pour mettre tous les spins dans le même axe. En fait, en gros, on ne va pas faire ça, mais on va essayer de le mettre tous bout à bout. Comme ça. Et ça, on arrive à le faire. Et on remarque que lorsqu'on met tous les spins bout à bout, l'aimantation globale, le champ magnétique global qui est généré par tous ces spins-là, il va être proportionnel au champ magnétique externe B0. Donc, je reprends, on a des spins. Ici, on a 3 protons et 4 neutrons. OK? Pardon, normalement, on doit en avoir un 5e, parce que ce n'est pas possible que ça soit pair. Et on va mettre le champ magnétique. Une fois qu'on va mettre le champ magnétique, on va permettre d'ordonner un peu tout ça et d'obtenir une aimantation. Un champ magnétique. OK? Mais pourquoi ils ne sont pas alignés? Comme avec la souris. Comme dans le truc, parce que, en gros, ça, c'est un noyau. D'accord? Dans un noyau, tu as ça. Maintenant, dans ma souris, je te représentais plusieurs noyaux. OK? Tu as compris ou c'est pas clair? Ouais, non, ça va, j'ai compris. Et du coup, plus le spin il arrive vite, ça veut dire plus toujours c'est un meilleur spin ou aucun rapport?
Non, non, aucun rapport. On va voir que, en fait, ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend de la densité du milieu et ça dépend si, on va voir si la fréquence de résonance des spins, elle est centrée sur la fréquence de l'armor. Ça, on ne pourra pas le voir aujourd'hui. Merci. Voilà. Donc voilà, je vous ai mis des petits QCM à la fin. On va terminer sur ça. Dans le modèle en couche du noyau, on peut placer jusqu'à 6 nucléons de chaque type sur la couche numéro 2. Donc, pour faire ça, on fait la méthode que je vous ai donnée. N facteur de N plus 1. Donc, ça me fait 2 fois 3, 6 nucléons de chaque type. OK ? Le noyau d'hydrogène A égale à 1, Z égale à 1 ne peut pas être observé par RMN. C'est faux. On l'utilise. Il peut, non? Ah, voilà. Justement, il peut. Donc, c'est faux. Le rapport gyromagnétique du noyau d'hydrogène est plus grand que celui du noyau du carbone. Alors, je vous rappelle que le gyromagnétique, il est proportionnel à la charge, il est inversement proportionnel à la masse. Et que le meilleur rapport gyromagnétique, il était obtenu avec l'hydrogène. Donc, l'hydrogène, il a le rapport gyromagnétique qui est le plus grand de tous les atomes. OK ? Donc, du coup, c'est vrai. Du coup, c'est vrai. La D, vous ne pouvez pas la faire. Alors, je ne sais pas pourquoi elle est là. La D, on ne peut pas la faire ensemble puisqu'on n'a pas encore vu ça. Le noyau de l'atome de carbone possède un spin total résultant égal à 1,5. Donc ici, on a 27 nucléons. On a 13 protons. Okay. Donc, on va avoir 14 neutrons et 13 protons. Du coup, on a un chiffre qui est pair et un autre qui est impair. Donc c'est bon. Donc, c'est bon. Du coup, les bonnes réponses, c'était A, C, D, E. La D, elle était aussi vraie, mais on ne peut pas la faire ensemble. OK ? Ouais. OK. Autre question. En l'absence de champ magnétique extérieur, la répartition des spins au sein des noyaux atomiques se fait de manière totalement aléatoire. Ça, c'est vrai. Je vous ai dit que dans l'espace, ça allait un peu de partout. C'est bon, c'est bon. Les moments magnétiques et cinétiques d'un spin en précession sont collinéaires. Il tire dessus, lui. Oh, Non. Il y en a un qui fait ça, hein. Ah, pardon. Ça fait des sons. OK. Désolé. La couche associée au nombre quantique principal n égale 0 possède un nucléon de chaque type. Ça, c'est faux. Question piège. Le nombre n, il est entier et non nul. Donc, n, il peut pas prendre la valeur de 0. On est d'accord ? Le nombre quantique magnétique orbital, donc le nombre m, permet de quantifier la norme du moment cinétique orbital des nucléons. C'est faux. C'est le nombre L qui permet de quantifier la cinétique des nucléons. OK ? C'est un peu compliqué, il faut le voir C'est plusieurs hyper fois. précis, hein? Et ouais, c'est ça, mais il faut le voir plusieurs fois ce cours pour bien L'assimiler. Ouais. Voilà. Dernière question. En RMN, on étudiera préférentiellement les atomes pour lesquels la charge est la plus faible et la masse est la plus grande. C'est l'inverse. C'est la charge la plus forte et la masse la plus faible. OK ? Et c'est proportionnel ou non, du coup, les deux à la fin? Donc, non, en fait, on va préférer les atomes. Ah non, la charge et la masse, non, c'est pas proportionnel. C'était quoi qui était proportionnel déjà? C'était L? Non, c'était gamma, rapport Ah, ok, gyromagnétique. ça. Gamma, c'est rapport gyromagnétique, c'est égal à mu sur L. Mu, c'est le moment magnétique, ça représente la charge, et L, c'est le moment cinétique, ça représente la masse. Ça, ok, parfait. Voilà, c'est fini. Et du coup, normalement, la semaine prochaine, attends, on va passer ça. La semaine prochaine, normalement samedi soir, je ne sais pas s'il y aura cours puisqu'on a nos examens. Il faut voir avec Dan. Alors, je vais lui dire que j'ai fini. Peut-être qu'il va vous parler. Voilà. Juste ne vous déconnectez pas. Ok, parfait. Merci beaucoup en tout cas. Et, Ouais, merci. si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Parfait. Ouais, t'inquiète. Au top.
Bon, bah, du coup, déconnectez-vous parce que, attendez, mon téléphone, il est pas allumé. Donc, on parlera sur le groupe, du coup. Voilà. Allez, Ça Shabbat va, ok, merci beaucoup. Pourquoi tu prends pas les Merci beaucoup. Shabbat tov. À bientôt. Au revoir, Au revoir. Jarod. Bye. Merci Jarod. beaucoup, Shabbat. Au revoir. Oh, Jarod. Ça va le sang. Ça le fout.